Salut à tous et bienvenue à Africanité avec lui, Tony K. Irving, la nouvelle génération de chanteurs afro-américains. On fait une spéciale américaine, spéciale USA. C'est le sosie de Tyrese, moi de Samuel Jackson. Installez-vous, c'est parti. Ça va? Oui, très bien, très bien. C'est parti, ça va swinguer, le son de la Stax, souvenez-vous, Otis Redding, Marvin Gaye, Tamla Motown et tout ça. C'est une nouvelle génération, il perpétue la tradition du dancehall américain. Yes? I know you wanna leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg and plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't you proud to beg, sweet darling, please don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby, baby, please don't leave me, girl. Now I heard a crying man is half a man with no sense of pride. If I have to try to keep you, I won't mind weeping. If it'll keep you by my side, ain't you proud to beg, oh sweet darling, please don't leave me, girl. Hey, ain't too proud to plead, baby, baby, please don't leave me, girl. Woo! Woo! Take a break. Come on, show 'em what you got. Sweet darling, yeah, come on. Ain't too proud to plead, baby, baby, please don't leave me, girl. Listen up. I got a love so deep in the pit of my heart. Each day it grows more and more. I'm not ashamed to come and plead to you, baby. If bleeding would keep you from walking out that door. Ain't too proud to beg, sweet darling, please don't leave me, girl. Ain't too proud to plead, baby, baby, please don't leave me, girl. Ooh, sweet darling, please don't leave me, girl. Yeah, ain't too proud to plead. Yeah, come on, let's hear it. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci aborde le thème de la situation des Afro-Américains au sortir de 2 mandats de Barack Obama qui quitte la Maison-Blanche. C'est la toute première émission de l'année que nous vous souhaitons chouette. Aux côtés de mes colistiers et colistières favorites, Lise-Laure Etia, bonjour. Bonjour. Tu devrais dire bonjour. Hein? C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. Vous êtes la plus belle du monde. Vous avez adapté votre accent. Vous êtes formidable. Avec vous, nous ferons une petite radioscopie non extensive des tendances cinématographiques, voire plus si affinité du côté du documentaire. Aucun secret du côté de la littérature. Avec vous, Sa Majesté, comment Pour une allez-vous? fois, on parlera de poésie et de théâtre. Théâtre et poésie. Ouais. Voilà le programme, des artistes, des intellectuels, de nombreux invités sur ce plateau, parmi lesquels, entre autres, la lauréate des Kwama 2016, Queen Africa Media Awards, dans la catégorie meilleure présentatrice de télévision. Nous accueillerons également des saltimbanques artilleurs de la chanson. Mais sans plus attendre, merci de rejoindre à nos côtés notre grand témoin, l'écrivain afro-américain Jake Lamar. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Après les études à l'université de Harvard, vous avez travaillé comme journaliste au Time Magazine et vous êtes établi en France depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant. Ça commence à taxer, comme on dit, il y a Money Talks. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez comme image, j'allais dire, d'Épinal de la France avant d'arriver en France? Est-ce que c'était le béret, la Tour Eiffel? Est-ce que c'était Joséphine Baker, Smith? En fait, c'était la tradition des auteurs qui sont venus ici. Le premier écrivain que j'ai lu qui habitait à Paris était James Baldwin.
Et quand j'ai découvert que ce grand auteur noir américain s'est installé à Paris, j'étais attiré. Plus tard, j'ai découvert Richard Wright, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, etc., etc. Et donc, c'était l'image d'un écrivain à Paris qui m'a attiré. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'oublie, mais pendant de très nombreuses décennies, il y avait donc ségrégation aux États-Unis, et la France était considérée comme la patrie qui accueillait Sidney Bechet, James Baldwin et Joséphine Baker, jusqu'à Nina Simone, alors qu'il y avait aussi la question noire française qui se posait. Je propose, sans plus attendre, avant d'aborder ce thème dans les détails, de découvrir le portrait qu'Africanité a dressé de vous. Il est sans doute aujourd'hui l'un des plus français des Américains vivant à Paris. Installé depuis plus de 20 ans, ici, au cœur du 18e arrondissement de la capitale, l'écrivain africain-américain Jake Lamar est pourtant né loin d'ici, très très loin. Je suis né à New York, dans le Bronx, le 27 mars 1961. J'ai grandi dans un quartier à côté de Yankee Stadium, le grand stade de baseball. Mon père, il est né très pauvre dans l'État de Géorgie pendant les années 30, mais il était un étudiant brillant. Il a reçu une bourse pour aller à l'université. Mais c'était l'époque de la ségrégation, donc il n'avait pas de choix de l'université. C'était l'université noire à Atlanta, mais une université très prestigieuse, Morehouse. Martin Luther King Jr. était là en même temps que mon père. Élève brillant lui aussi, Jake Lamar a tout juste 12 ans lorsqu'il découvre un grand classique de la littérature américaine, Black Boy, de Richard Wright. Il rêve alors de devenir écrivain et la littérature devient un refuge pour échapper à une ambiance familiale plutôt difficile. Et je l'ai lu quand j'avais 12-13 ans. J'étais vraiment marqué par la façon dont il a écrit de la violence dans sa maison, la violence domestique. Et c'était formidable pour moi de savoir que je n'étais pas seul. Je n'étais pas le seul black boy qui a vécu ça. Malgré la séparation de ses parents et surtout grâce au soutien sans faille de sa grand-mère paternelle, Jake Lamar intègre la prestigieuse université de Harvard. Il y rencontre le psychiatre et journaliste Robert Coles, plus qu'un professeur, un mentor. Il était au-delà d'un prof pour moi. Hein. Il était vraiment un ami, une espèce de père, en fait. Et on a passé des heures et des heures en parlant ensemble pendant cette période vraiment turbulente dans ma vie. Il m'aidait énormément quand j'étais toujours à l'université. Et après, c'est grâce à lui que j'ai obtenu un boulot à Time Magazine. Toujours avec le soutien de son mentor, Jake Lamar publie ses confessions d'un fils modèle, l'histoire de sa relation tumultueuse avec son père, mais aussi le début de son aventure à Paris, où il s'installe dès 1993, après sa rencontre avec la femme de sa vie. Il y avait un ami, un poète américain, qui m'a demandé de faire une lecture, et il avait invité ses amis écrivains, dont Jake. Et voilà, donc lui, il m'a vu lire cette pièce, et là, je pense qu'il a très très vite flashé. Adopté par quelques-uns des plus grands écrivains américains vivant à Paris à l'époque, Jake Lamar découvre Saint-Germain-des-Prés, mais surtout, il fréquente assidûment le café Le Rouquet, qui était alors le quartier général de son ami Feu Ted Jones, immense poète américain de la Beat Generation. Écrivain désormais connu et reconnu, Jake Lamar continue de publier en France comme aux États-Unis, et quand il n'écrit pas, il joue aux échecs avec ses amis américains, installés comme lui à Paris. Un président noir à la Maison-Blanche, fin de la séquence. Comment est-ce que les Afro-Américains ont vécu cette double mandature? Vous pouvez réagir sur tv5monde.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux au moment où nous accueillons notre grand témoin, l'écrivain afro-américain Jake Lamar. Alors Jake Lamar, vous êtes né, on l'a vu, dans une famille de classe moyenne. J'ai calculé qu'à l'assassinat de Martin Luther King, vous aviez 7 ans. Martin Luther King qui a d'ailleurs partagé les bancs de la faculté avec votre père. Alors comment, enfant, vous avez vécu cet événement? Je me souviens très bien quand ma mère m'a dit que Martin Luther King était assassiné parce que j'ai regardé Martin Luther King à la télé pendant mon enfance.
Et elle m'a expliqué qu'il y a une haine, la haine aux États-Unis, et que c'était un événement vraiment tragique. Mais Martin Luther King, il est resté très fort dans mon esprit. Et je suis du même âge de Barack Obama. Hein. Je suis quelques mois plus âgé que Barack Obama. Et je pense que notre génération était vraiment touchée par la carrière et l'assassinat de Martin Luther King. Alors, il a joué un rôle important dans l'acquisition des droits civiques. Et au cœur de ces droits, il y a l'éducation. Votre grand-mère paternelle, qui connaissait très bien son fils, votre père, a joué un rôle fondamental, on l'a dit tout à l'heure. Et vous avez fait de brillantes études à Harvard, mais ce sont des années que vous avez détestées. Pourquoi ? Ah oui, Harvard, l'ambiance là-bas n'était pas très agréable. Hein? Les gens qui sont admis à Harvard sont féroces. Hein? Et il n'y a pas vraiment un esprit de convivialité. Hein? La rivalité tout le temps. Oui, la rivalité tout le temps, la concurrence tout le temps. Et j'étais un peu aliéné à Harvard. À ce point. Ouais. Alors, dans cette période, il y a un bouillonnement culturel. Vous êtes enfant, c'est quoi? C'est le son de Stax, c'est encore Motown, c'est le free jazz, c'est Mohamed Ali, c'est I'm Black and I'm Proud de James Brown. Quels sont les moments saillants qui vous ont poussé? Je me souviens très bien, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Hein, ça, c'était une chanson très forte hein, à l'époque. J'étais très touché par le soul et le funk. Hein, mais est-ce que vous avez condamné aussi James Brown, qui a fait un concert, hein, il a tenu à faire son concert le jour de l'assassinat de Martin Luther King. Vous êtes de ceux qui l'ont condamné en disant non, il aurait dû annuler son concert? Non, le concert était formidable. Hein, et c'est génial qu'il a fait. Et cette expression de la fierté d'être noir, ça m'a nourri hein, énormément. Mais j'ai adoré aussi hein, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire. Un peu plus tard, c'était Prince. Il y a eu les Gil Scott-Heron avant ça. Gil Scott-Heron, absolument. Ouais. Non, c'est toute la musique préférée de ma vie. Alors avec l'élection de Donald Trump, la société américaine semble plus que jamais divisée. Est-ce que vous, Jake Lamar, vous êtes inquiet? Oui, absolument. Je pense que nous sommes entrés à une période vraiment dangereuse. Je pense que Trump... je me souviens très bien, aux États-Unis, à New York, en 1989, il y avait un crime affreux. Il y avait une jeune banquière qui était violée et laissée à mourir dans Central Park. Et la ville était sur le point d'exploser parce qu'il y avait 5 jeunes hommes noirs qui étaient accusés de ce crime. Finalement, ils étaient exonérés. Mais bien avant ça, Donald Trump, qui était connu à l'époque en tant que ce chef d'immobilier, il a publié une lettre dans le New York Times où il s'est moqué des sociologues qui disait qu'il faut essayer de comprendre la criminalité. Donald Trump a écrit « Je n'ai pas envie de comprendre, j'ai envie de haïr ». D'accord. Et je pense qu'il n'a pas changé. Et pendant sa campagne, la colère, la rage qu'il a encouragée parmi les gens, c'était vraiment troublant. Mais on verra que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il a aussi des soutiens au sein de la communauté afro-américaine. On en reparlera peut-être d'ailleurs. Dans une Amérique en ébullition où les armes circulent en totale liberté, je propose de revenir sur un historique des faits de bavures et de violences policières, un reportage de la télévision belge qui date de juillet dernier. Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Un cri de colère qui a refait surface aujourd'hui à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, où cette foule pleurait la mort d'Alton Sterling, un homme noir de 37 ans abattu mardi par la police dans des conditions plus que suspectes. Selon le Washington Post, il serait le 114e homme noir abattu par la police américaine en 2016. Ces dernières années, de nombreux cas identiques ont pu être médiatisés grâce à des vidéos amateurs tournées sur le vif. On se souvient notamment d'Eric Garner, mort étouffé lors de son arrestation en pleine rue.
ou de Walter Scott, abattu de 8 balles dans le dos suite à une banale infraction au code de la route, ou encore de Tamir Rice, 12 ans, tué alors qu'il jouait dans un parc avec une arme factice, et bien sûr de Michael Brown, 18 ans, dont le meurtre déboucha sur de violentes émeutes à Ferguson il y a 2 ans. Des images qui rappellent celles des années 60 et qui démontrent que les violences raciales existent toujours dans ce pays marqué par des siècles d'esclavage et de ségrégation. Et cela, malgré l'élection il y a 8 ans de Barack Obama, le premier président noir américain. C'est qu'aujourd'hui encore, les policiers responsables du meurtre de citoyens noirs s'en tirent souvent à bon compte, relaxés par la justice au prétexte d'avoir agi par légitime défense. Alors qu'ils ne représentent que 16% de la population du pays, les Noirs américains comptent pour près de la moitié des victimes de violences policières aux États-Unis. Un phénomène de société bien plus qu'une simple statistique. Alors, de l'avis de nombreux experts, le bilan de Barack Obama semble mitigé. Ses supporters mettent en avant sa cote de popularité et surtout sa politique économique. Ses détracteurs, en revanche, l'accusent de n'avoir pas su apporter une réponse palpable et préoccupante à la préoccupante question raciale aux États-Unis. Pour en parler, nous accueillons Cheryl Pegues. Soyez la bienvenue. Vous êtes consultante et interprète afro-américaine, établie en France depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. À nos côtés également, Mamadou Lamine Sagna, vous êtes sociologue, ethnopsychiatre sénégalais. Vous avez enseigné pendant de très nombreuses années aux États-Unis, notamment dans la prestigieuse université de Princeton. Et Mamadou Lamine Sagna, vous êtes de ceux qui estiment que les 2 mandats de Barack Obama n'ont rien changé à la condition des Noirs aux États-Unis. Il en est directement responsable? Non, je suis un peu plus nuancé. Je vous dirais, sans doute, ça a eu des effets sur la condition des Noirs américains, mais les populations en général, en tout cas les plus faibles, je ne pense pas que ça ait eu des effets positifs. Peut-être une classe moyenne ou une bourgeoisie, puisque de toute façon, ceux qui ont bénéficié des politiques de Barack Obama, pratiquement, c'est tout ce qui touche à la finance. Donc les Noirs qui sont plus ou moins proches de ce monde-là, ont dû bénéficier des choses. Mais les populations noires en général, je ne pense pas que ça ait changé beaucoup de choses. Cheryl, pour vous, c'est le système qui est plus fort que les hommes. Que ce soit Barack Obama ou un autre, ça n'aurait pas changé la donne. D'ailleurs, vous dites qu'enfant, on enseignait aux enfants la bonne posture, la bonne attitude à avoir devant les policiers. Oui, mais si ça ne vous dérange pas, ce n'est pas ça tellement que je veux adresser à ce propos. Par rapport à ce que Obama a changé aux États-Unis pour les Noirs, c'est ce qu'il a changé pour tout le monde. Déjà, le fait qu'il était élu change tout, pour toujours, parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait jamais à voir dans notre vécu, c'est-à-dire un homme noir à la Maison-Blanche. Déjà, cette image au niveau des enfants, au niveau du monde, etc., montrant la preuve que quelqu'un pouvait accéder à ce rang de la société était énorme. D'autant plus que cet homme, c'était un homme extraordinaire. À côté de ses aspects politiques, c'est quelqu'un de tellement profondément et intelligent et réfléchi par rapport à l'état humain en général et qui a fait la chose le plus importante. Il a décidé justement de ne pas être président des Noirs, mais d'être président des États-Unis. Là, je voulais faire un petit bémol, quoi. Oui, allez-y. Je suis désolé, mais je voulais faire un petit bémol. C'est-à-dire que, oui, certes, il est important qu'un président comme Barack Obama ne soit pas que le président des Noirs, mais aussi, ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il ne doit pas s'occuper des problèmes des Noirs. Il ne faut pas s'occuper que des problèmes noirs quand on est noir, mais ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne doit pas s'occuper des problèmes des Noirs. Et comme dans une famille, si le papa et les mamans s'occupent de la famille, forcément, ça occupe de tous les membres de la famille. C'est-à-dire la nourriture va nourrir tout le monde, malgré leur sexe, leur couleur, etc. Et une chose que Barack Obama a pu établir, qui était le plus important pour moi, c'était de justement essayer d'élever le discours en général, parce que les choses qu'on réclame depuis longtemps, et cette attitude de réclamer des choses par des groupes, toujours. Bon, c'est très bien au niveau de la politique, militantisme, etc. Mais au niveau de l'avance générale d'une société, il faut quand même creuser un peu plus profondément. Et je crois que c'est quelqu'un quand même qui a élevé le discours en général. On n'a qu'à regarder quelqu'un comme Donald Trump pour voir très rapidement ce qui se passe quand le discours est
rabaissé très rapidement. Donc, c'est vrai que peut-être il n'a pas répondu aux attentes et même au niveau de Black Lives Matter ou le problème de tous les Noirs aux prisons, etc. Mais déjà, pour moi, les photos que j'ai vues des Noirs qui ont visité la Maison-Blanche, même le petit qui a vu qu'il a les mêmes cheveux que lui, peut-être que ça a l'air très minime pour vous. Mais dans un aspect beaucoup plus large de la société, je crois que c'est beaucoup plus important. On va demander à Jake Lamar ce qu'il pense justement de cette discussion autour de l'échec ou pas des 2 mandats de Barack Obama. Tout d'abord, il y a la réforme du système de santé, qui est un accomplissement immense, surtout pour les pauvres. Ce n'est pas juste pour les classes moyennes, mais les pauvres, les Noirs inclus. Et c'est le plus grand projet de loi social depuis les années 60. Et je pense que c'est un accomplissement qui va durer. Il faut rappeler aussi que toute la présidence de Barack Obama s'est déroulée dans le contre-coup envers la présidence de cet homme noir. La nuit de son investiture en 2009, les républicains ont lancé une stratégie fait exprès de l'obstruction totale. Le fait que sa présidence s'est déroulée pendant toute cette stratégie de l'obstruction, même s'il était un bilan mitigé, c'est remarquable à quel point il a réussi. Alors nous avons la chance de vous avoir 2 Afro-Américains. On va vous poser directement et frontalement la question. Il y a bien sûr les bavures policières, mais il y a également ce qu'on appelle aux États-Unis le black on black crime, c'est-à-dire la communauté afro-américaine entre elles se déchire et se tue. Ça n'a pas évolué non plus. C'est une des choses justement auxquelles s'adressait Barack Obama. Il a osé parler très très profondément avec les Noirs par rapport à notre responsabilité personnelle et de ne pas attendre que justement les réponses viennent de l'extérieur. Parce que la capacité de prendre son propre destin en main commence avec l'idée qu'on a le pouvoir de le faire. Et le pouvoir de le faire, étrangement, commence avec la reconnaissance de la responsabilité profonde. La responsabilité d'un black on black crime n'est pas les Blancs. C'est à nous tous de le changer. Donc c'est ce côté-là, il a osé quand même parler avec les gens de la communauté noire pour demander qu'eux aussi prennent des mesures, déjà les choses faisables, pour changer des choses. Et excuse-moi, mais je dois dire très rapidement aussi quelque chose par rapport à Jake. Il ne faut jamais oublier qu'Obama a commencé avec où les États-Unis économiquement étaient au point bas qu'on n'a jamais vu depuis le On va y revenir dans cette émission sur le contexte politique. C'est vrai que pour nous autres sociologues, c'est évident que le symbolique est plus réel que le réel. Donc c'est normal que Barack Obama, ce qu'il apporte, moi j'étais à l'université, j'ai vu comment les Noirs américains, les jeunes ont réagi par rapport à ça. Mais quand on revient là-dessus, je voudrais aussi parler du fait que les 3 choses que dénonce en tout cas Cornel West par rapport au livre dont vous parlez, d'abord il y a une sorte d'intégrisme de l'économie de marché. C'est-à-dire laisser faire le pouvoir économique, le marché faire, ce n'est pas possible. Il faudrait réagir, réguler l'économie. Et cette idéologie a été, en tout cas, a été réimplantée par Ronald Reagan en particulier, avec le néolibéralisme, avec Thatcher et les autres. L'intégrisme de l'économie de marché, le militarisme agressif aussi. Et ça, c'est une réalité. Et en plus de ça, il y a une sorte d'autoritarisme qui est dû aussi au fait qu'il y a la violence, le terrorisme. Donc, avec toutes ces conditions-là, il est clair que les structures économiques qui sont dominantes et qui font qu'il y a des populations qui sont laissées pour compte. Dans votre livre, Mahamadou Lamine Sagna, vous dites que les violences racistes contre les Noirs rappellent à l'Amérique et au monde que l'injustice structurelle et permanente du système politique et économique américain. Alors, vous dites qu'Obama a échoué, qu'aurait-il dû faire, Barack Obama? C'est-à-dire qu'à partir de la crise économique financière, ce que les Krugman lui ont dit et les Cornel West à partir de 2008, ils lui ont dit, vous avez une opportunité extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de bêtises à Wall Street qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour changer la donne du monde. Non seulement on va les pardonner pour ce qu'ils ont fait, mais on aurait pu, par exemple, prendre des actions vis-à-vis des populations
pauvres. Donc, faire des actions économiques vis-à-vis de ces populations-là. Alors, pour revenir sur la question raciale, ce sera le mot de la fin, certains prédisent la montée en puissance des mouvements suprémacistes dont font partie, entre autres, les Ku Klux Klan, qui risqueraient de relancer la guerre intensive entre communautés. Votre point de vue? Évidemment, il y aura des contre-coups par rapport à Trump, mais bon, moi je ne veux pas les prévoir avant d'y aller. Je trouve que juste le jour, on a déjà suffisamment de choses d'attaquer. Mais je veux dire, par contre, que j'ai observé avec le temps de ma vie que souvent, pour vraiment arriver au changement fondamental, il faut d'abord arriver au fond. Et pour décortiquer les réelles raisons de racisme aux États-Unis, il faut quand même le dévoiler pour ce que c'est réellement. Et même l'idée que c'est les Blancs contre les Noirs, je crois que c'est une erreur. On a pu voir justement avec Sanders que c'était beaucoup plus des questions économiques. Donc, le problème pour moi reste plutôt, et je ne sais pas si ça va se passer, est-ce qu'on ne va jamais être dans une position où on pourrait parler des problèmes du fond, qui sont des problèmes des inégalités économiques, mais entre les Blancs, les Noirs et tout le monde. Donc la question est économique et n'est pas raciale. Je crois que c'est économique, oui. Merci. Vous semblez opiner du chef. La question est économique et pas raciale. Moi, je crois qu'il y a une intersection entre la race et l'économie. Précisément parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une idéologie suprématiste blanche qui est dominante et qui fait que des gens comme Trump sont là, et y compris chez les Noirs. Ce qu'on a dénoncé tout à l'heure, des Noirs qui font de la violence psychique par rapport aux autres. Et donc, cette violence-là, on ne peut pas l'évacuer, et si on ne tient pas compte, si on ne dénonce pas, on ne démythologise pas, ou bien on ne met pas à nu, en tout cas, la violence structurelle qui provient de l'idéologie suprématiste blanche. Merci à tous les deux pour cette analyse. Alors, pour aller plus loin, je propose de découvrir un extrait d'un documentaire. Il s'agit du film documentaire du français Romain Icard, États-Unis, le nouvel apartheid, qui présente le tableau d'une ségrégation en milieu scolaire. L'histoire des relations raciales à Selma est une fois de plus emblématique de ce qui se passe dans tout le pays. Les données officielles américaines démontrent qu'en un peu plus de 20 ans, à mesure que la loi n'impose plus la mixité raciale, cette nouvelle ségrégation gangrène tous les États. La reségrégation des États-Unis est quelque chose qui touche tout le pays. Ce n'est pas juste le problème de Selma. Selma est un petit microcosme révélateur de ce qui se passe globalement. Certains utilisent le terme d'apartheid scolaire pour décrire ces écoles où au moins 99% des étudiants sont noirs. Il est vrai qu'il n'y a pas de loi qui dise tel enfant doit aller dans une école de blancs, tel enfant dans une école de noirs. Mais pour autant, je ne crois pas que ce soit exagéré d'employer un tel terme. Je n'ai jamais eu un étudiant blanc dans une de mes classes de toute ma vie. Au lycée, au collège, à l'école élémentaire, de toute ma vie. Je n'ai jamais eu un camarade de classe blanc à qui parler quotidiennement. Ça a toujours été noir, noir, noir. Et pour nous, c'est normal. C'est normal. Cette année en terminale, c'est la première fois que je vois deux blancs, deux étudiantes blanches au lycée. C'est la première fois que je vois quelqu'un de blanc dans cette école, en fait. C'est pour ça, quand on voit un étudiant blanc dans les couloirs, on se regarde comme ça. C'est pas normal. Alors on blague. Pourquoi elle est ici ? Elle nous infiltre pour le compte du Ku Klux Klan ? Parce que c'est pas normal. Barack Obama quitte la Maison-Blanche. Quid de la situation afro-américaine? Nous en parlons autour de nombreuses personnalités. Nous sommes heureux de vous accueillir, Audrey Célestine. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille 3, chercheuse au Centre d'études en civilisation. Vous avez travaillé notamment avec l'historien de réputation internationale Nicolas Martin-Breteau sur le mouvement Black Lives Matter.
On va en reparler dans quelques instants. Nos côtés également, Romain Icard, soyez le bienvenu, journaliste, auteur d'une quinzaine de documentaires pour la télévision, parmi lesquels donc États-Unis, le nouvel apartheid dont on vient de voir un extrait. Vous êtes d'ailleurs rendu sur place à Selma en Alabama, au lieu des mouvements des droits civiques où la situation raciale est fort préoccupante. Alors Romain Icard, on vient d'entendre Sarah, c'est quand même assez choquant d'entendre dire qu'elle n'a jamais rencontré d'élèves blancs alors qu'elle est en terminale. Est-ce que c'est pas tout simplement la preuve qu'aux États-Unis, le racisme est institutionnel? Il y a un racisme institutionnel aux États-Unis, c'est incontestable. Il y a eu des progrès grâce au mouvement des droits civiques dans les années 60. Malheureusement, les dernières années, depuis les années 80 en somme, les choses se sont aggravées en termes de racisme et effectivement, on peut parler d'un vrai racisme institutionnel, notamment dans les écoles, qui fait qu'une grande partie, plus de 50% des élèves afro-américains des USA aujourd'hui sont dans des établissements où 100% des élèves sont noirs. Ça veut dire qu'ils ne fréquenteront jamais un élève blanc de leur vie scolaire, ce qui est hallucinant. Audrey Célestine, vous avez étudié donc ce mouvement Black Lives Matter qui est né suite à la vague des bavures policières de ces dernières années. Ce mouvement que vous avez étudié récuse la terminologie de bavure policière, préférant la désignation de violence d'État, si j'ai bien compris. Alors tout à fait, ils ont tout un discours qui met l'accent sur non seulement le racisme institutionnel, hein, qui est une notion ancienne, qui vient du Black Power Movement, et qui déjà dans les mouvements radicaux des années 60 ou 70 était un terme couramment employé pour parler de race, qu'on pourrait traduire en français comme du racisme d'État. Et ils mettent globalement l'accent sur les enjeux structurels liés au racisme. Le racisme, c'est pas juste des propos déplacés ou de la méchanceté de l'un ou de l'autre. Ce sont des choses qui, de manière très concrète, dans les politiques publiques, d'éducation, politique sociale, politique autour de l'incarcération, contribuent à reproduire les inégalités sur une base raciale. Alors, Romain, quand on a le sentiment que pour, par exemple, les parents, il n'y a aucun recours, même au plus haut niveau. Non, il n'y a pas de recours. Et les rares exemples qu'on peut avoir ces dernières années sont assez déprimants. Effectivement, en fait, ces lois qui obligent à la mixité raciale dans les établissements scolaires publics aux États-Unis, qui sont issus du mouvement des droits civiques et de Martin Luther King, des luttes de Martin Luther King, sont abrogées petit à petit dans plusieurs États parce que les États-Unis, de bonne foi, considèrent que le racisme d'État n'est plus une réalité dans bon nombre d'États des États-Unis et que par conséquent, ces lois obligeant à la mixité ne sont plus nécessaires. Ces lois sont abrogées au fur et à mesure dans les États américains et à mesure qu'elles sont abrogées, on voit cette ségrégation réapparaître et les rares parents qui combattent cette ségrégation, notamment par exemple dans un État comme l'État de Washington, à Seattle, sont récusés par la Cour suprême qui est extrêmement conservatrice, notamment depuis les passages de Bush à la présidence des États-Unis, et qui empêche une évolution, une réévolution vers plus de mixité. Donc non, il y a un vrai blocage, il y a un vrai blocage politique qui provoque un blocage sur le terrain ensuite. Jake, lorsque vous entendez ce décryptage sur donc, ces écoles mixtes que vous avez peut-être connues dans votre enfance et qui tendraient à disparaître, vous dites quoi? Que c'est l'échec des lois de affirmative action, que c'est l'échec donc de la société post-raciale imaginée tel un mythe? Non, c'est encore, pour moi, c'est le contre-coup. Et dans notre conversation plus tôt, on a parlé de cause des problèmes, est-ce que c'est quelque chose économique ou racial? Quand on parle des Noirs aux États-Unis, tout est devenu avec un système de caste. L'esclavage était un système de caste, un ordre social et économique basé sur l'hérédité. Après l'esclavage, il y avait la ségrégation, le lynchage, le refus de droit de vote, les façons de perpétuer ce système du caste. Le mouvement pour le droit civique, la présidence de Barack Obama, ils étaient des coups contre ce système, mais les vestiges sont toujours là. Et la Cour suprême, en 2013, les juges, ils ont éviscéré le Voting Rights Act, le plus grand projet de loi du mouvement pour le droit civique. Et c'est pour ça qu'il y avait une suppression de vote noir en 2016. Donc, c'est toujours une lutte, mais pour moi, ce n'est pas simplement une question de race ou de classe. C'est ce système du caste. Alors justement, Audrey Célestine, que propose principalement le mouvement le Black Lives Matter pour sortir les Afro-Américains de cette impasse? Alors,
À l'été 2016, le mouvement à qui on reprochait très souvent, enfin, on dit oui, vous voulez mettre le système à bas, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement, a mis en place une plateforme qui s'appelle The Movement for Black Lives, avec un certain nombre de priorités qui sont données au community control, c'est-à-dire rapprocher le pouvoir de manière, ce n'est pas une idée nouvelle, rapprocher le pouvoir du niveau local, lutter contre l'incarcération de masse et contre ce qu'ils appellent le pipeline entre l'école et la prison, c'est-à-dire le fait que très concrètement, la politique carcérale entraîne de la pauvreté dans un cercle vicieux, parce qu'il y a tout un tas de... 40% de la population carcérale aux États-Unis aujourd'hui est africaine-américaine. Ils ont tout un tas de points très précis. Ils avancent sur des demandes en termes de lutte contre le racisme structurel au niveau économique, au niveau des politiques sociales, mais en même temps, voilà, il faut un diagnostic global qui est globalement négatif. Et que répondez-vous à ceux qui, lorsqu'on décortique les fondements, le financement de tels mouvements, si on parle de Black Lives Matter, avec des puissances et des forces occultes, dont le milliardaire George Soros, que répondez-vous dans vos investigations? Alors, ce qu'on peut voir à ce stade, c'est que quand même Black Lives Matter, c'est un mouvement dont il est difficile de saisir la forme parce que d'une part, c'est tout un tas d'organisations dans tout le pays qui existaient déjà avant, certaines qui ont été créées à la suite de la mort de Trayvon Martin. Il y a une organisation qui est très horizontale et il y a justement un refus d'une organisation très verticale avec un leader. La figure de Black Lives Matter, c'est dans une certaine mesure les 3 femmes qui l'ont fondée, mais elles ne revendiquent pas non plus cette image du mouvement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas déconnecté non plus du local. Donc voilà, je pense qu'il s'agit là de mauvais procès, comme il y en a beaucoup sur ce mouvement, qui ne dit pas que les vies noires comptent plus, elle dit juste ce serait bien si elles comptaient autant. Alors, Romain Eka, est-ce que vous pensez, en termes de solutions, que la mise en place d'une classe moyenne africaine, est-ce que ce ne serait pas une alternative mieux organisée? Je pense qu'on est clairement dans une lutte de classe, je vais dire une de classe et de race. Donc effectivement, l'émergence d'une classe moyenne serait probablement une des solutions. Mais néanmoins, je ne suis pas sûr que ça résoudrait tout. Par exemple, à Selma, l'école publique, avec ses 1000 élèves, dont 998 sont noirs, a des meilleurs résultats scolaires que l'école blanche, où il n'y a que 2 élèves noirs. L'école est meilleure. Aujourd'hui, elle est meilleure. Et pour autant, les parents blancs, puisque c'est ainsi qu'il faut parler, n'envoient pas leurs enfants dans cette école. Donc, même s'il y avait l'émergence d'une classe moyenne, est-ce que ça résoudrait le problème? J'ai peur que dans certains endroits des États-Unis, alors en l'occurrence dans le sud, dans la Bible Belt et les États du sud des États-Unis, je ne suis pas sûr que ça suffirait malheureusement. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Vous êtes restés en suspension, nous en prions. Non, je dis juste que la classe moyenne noire, elle existe. Oui. Elle existe et que ça ne résout. Et là, on parle de masse critique. Peut-être la masse critique pourrait aider à inverser le sens de la vapeur. Vous êtes sceptique. Mais c'est un autre débat. Je pense qu'on y est à la masse critique et que c'est ça le problème. On y est déjà. D'accord. Donc c'est consubstantiel, c'est étatique, c'est, on va dire, structurel. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Je propose maintenant de dresser un tour d'horizon de quelques faits saillants de l'actualité des dernières semaines. C'est le Zap Africanité. Les ruines de Leptis Magna sont en danger dans une Libye en plein chaos. Une 50aine d'hommes de la ville voisine d'Al-Khoms patrouillent régulièrement sur le site antique, armés de kalachnikovs. La tricentenaire mosquée de Sorobongo, majestueuse, résiste malgré tout à la ruine que lui impose le temps. Prier dans cette vieille mosquée nous procure plus de grâce divine qu'ailleurs. Cette mosquée nous a été léguée par nos aïeux. Nous avons eu la lettre officielle du président Hollande, une promesse, plus qu'une lettre, une promesse de les voir naturaliser très vite. Ce dimanche matin, Zachary Noah s'en est allé. Le père de Yannick Noah, le grand-père du basketteur Joachim Noah, est mort dans son sommeil au Cameroun. Il avait 79 ans. J'entends un coup de fil. Alors, tu es où là, quoi? C'est papa, quoi, il faut passer, il y a une chanson. Je mérite ta touche, quoi. Waouh, papa Wemba. Des Blancs et des Noirs en Tunisie sur une piste de danse, une fête organisée par une association tunisienne pour prouver que dans le pays, tout le monde n'est pas raciste. En invité d'honneur, les 2 étudiantes congolaises, des sourires, mais le cœur n'y est pas. Dans le sud de Madagascar, des milliers de mineurs passent leur journée à chercher les précieux saphirs,
dans des conditions misérables. Toutes les semaines, je leur donne de la nourriture. Et puis, j'achète les pierres qu'ils ont trouvées. Quand il achète un saphir $30 à l'un de ses mineurs, Sunil le revend pour 10 fois plus cher au Sri Lanka. Tu vois comme il est clair ce coton. Le coton conventionnel est bien plus lourd aussi. Le coton OGM n'a jamais ce poids-là. 12 ans que Ciné Droit Libre existe au Burkina Faso, depuis peu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et bientôt au Niger et en Mauritanie. Les gens ont besoin d'avoir des informations, que des films documentaires traitent bien des sujets qui les concernent, qui concernent leur vie quotidienne, qui concernent la question, la problématique des droits humains. Le programme du festival a été annoncé. 20 films sont en compétition et le thème de ce 25e FESPACO a été découvert. Il portera sur la formation et les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Une pluie de confettis pour célébrer le joueur africain de l'année. C'est un footballeur des Fennecs, Riyad Mahrez, qui rafle le prix 2016. Je voudrais dédier ce prix à ma famille et à tous les Africains, et évidemment aux Algériens. Ces marins viennent d'un quartier du Cap connu pour la drogue et les gangs, pas pour les yachts. Mais ces Sud-Africains ont choisi l'appel du large. Ils vont participer à la plus longue course à voile d'un continent à un autre dans l'hémisphère sud. Africanité en Amérique, réaction sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet tv5monde.com à l'heure où nous accueillons Gerty Dambury. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes dramaturge, metteuse en scène, romancière, poétesse guadeloupéenne et plusieurs fois distinguée. On va en savoir un petit peu plus dans quelques instants. On est ravis de vous avoir ici. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Vous connaissez Jake Lamar ? Un peu. C'est votre voisin, Caraïbes, États-Unis. Puisque j'ai découvert beaucoup de choses sur lui dans un petit reportage que j'ai vu, et je suis ravie de le rencontrer aujourd'hui. La Caraïbe et les États-Unis. Donc c'est Chesterham, James Baldwin et René Maran. Et la Caraïbe reconnaissante, puisque Gerty, vous avez reçu le prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde en 2015 pour cet essai, Le rêve de William Alexander Brown. C'est l'histoire d'un dramaturge, le premier dramaturge africain-américain à avoir affronté le système théâtral new-yorkais. On en parlera tout à l'heure. C'est un cadeau pour vous. Il ne vous l'a pas encore dit, mais c'est un cadeau. Il va m'offrir le livre. Il va vous l'offrir, mais c'est un précieux. J'ai toujours voulu Tout le est dans lire. la formule, dans la métaphore filée, extraordinaire. Christian, on parle de poésie, notamment avec la réédition d'un classique. Absolument. Ancien ministre, dramaturge, lui aussi, Maxime Debeka, metteur en scène, conteur, poète. Et Maxime Debeka a été condamné à mort en 1972 pour subversion. C'était sous la dictature de Marien Ngouabi, la révolution socialiste, Congo-Brazzaville. C'est aussi l'année de parution de ce recueil qui est réédité, L'oseille, les citrons, c'est aux éditions Obsidienne, absolument magnifique. À l'époque, salué, il faut le préciser, bien sûr par Sylvain Mbemba, figure tutélaire des lettres congolaises, mais également par Sonny Laboutansi. Absolument, et Sylvain Mbemba en a signé la préface. Et ce recueil de poèmes commence à peu près ainsi. Qui, en ce février 1972, a tué Franklin Boukaka, même mort, il ne se tait pas. Afrique des indépendances, travailler est encore plus dur tant que l'on reste des laissés pour compte. Aïe, Africa, oh liberté. Voilà. Standard, classique des musiques africaines. Absolument. Indépendance Tcha-Tcha aussi. Oui, tout à fait. Absolument. Ça, c'est à l'époque en Belgique. Le Grand Congo. Le Grand Congo, la RDC. Parce que Franklin Boukaka, c'est Congo-Brazzaville. Mais comme on dit aux Antilles, c'est même Bitais, même bagaille. Christian, on vient donc de voir de quoi il est en retournée. Est-ce qu'on peut parler maintenant de théâtre ? On a parlé poésie, là. Oui. On parle théâtre avec l'œuvre de notre invité, justement. Gerty. Absolument. Cet essai, Gerty, vous revenez en fait sur le travail de la compagnie africaine, African Company, de William Alexander Brown. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à cet Africain-Américain qui est considéré comme le premier dramaturge à avoir affronté ce système new-yorkais du théâtre, très fermé? C'était l'époque de la ségrégation. De l'esclavage. Et de l'esclavage, qui n'était pas aboli. Avant. En réalité, c'est un pur hasard. Je travaillais sur une autre dramaturge africaine-américaine qui s'appelle Susan Laurie Parks, qui a été la première femme noire à gagner le prix Pulitzer Théâtre en 2002.
Donc j'ai travaillé sur son œuvre qui est formidable, vraiment différente de ce que j'avais pu voir jusque-là. Et en travaillant, en élargissant, j'ai voulu refaire un travail sur les nouvelles droits de la dramaturgie africaine-américaine. Et je suis tombée sur un livre de Errol Hill, qui est lui aussi un Caribéen, trinidadien, qui est la somme, mais vraiment un pavé comme ça, de l'histoire du théâtre africain-américain. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle The Caribbean Connection. Et là, je tombe sur cette histoire d'un Africain-américain d'origine caribéenne, de Saint-Vincent, qui, en 1821, décide d'ouvrir ce qu'il appelait un jardin d'agrément. Ouais, donc au départ, on prend un verre, on écoute un peu de musique, etc. Et là, il dit, on va faire du théâtre, parce qu'il a un comparse qui s'appelle James Hewlett, et qui est un passionné de Shakespeare. Et il a travaillé comme habilleur pour les grandes compagnies anglaises qui venaient. Donc en fait, il était domestique. Et il habillait des grands acteurs. Et là, il commence à faire du théâtre. Et il joue Shakespeare. Et ça devient une affaire d'État. Parce que pourquoi est-ce qu'on sait qu'ils ont existé? C'est qu'ils ont un adversaire absolument redoutable qui s'appelle Mordecai Noah, qui est rédacteur en chef d'un journal new-yorkais et qui, tous les jours, va leur taper dessus en disant « mais c'est quoi ces Noirs qui se prennent pour des comédiens qui jouent Shakespeare, etc. » Et ils vont tout faire pour les faire taire. Et en fait, on se rend compte que le théâtre est en fait également un outil de la ségrégation aux États-Unis. Absolument, comme tout. C'est-à-dire que dans les comptes rendus de Mordecai Noah, on entend « bon, les personnes de couleur n'avaient pas d'endroit pour se retrouver entre elles, pour prendre un petit verre. Donc, elles ont ouvert cette chose où voilà, ils font du bruit, ils parlent fort, parce que c'est le moment, c'est une époque très particulière. C'est entre 1799 et 1827 où le gouverneur de l'État de New York, John Jay, dit que l'esclavage doit être aboli dans l'État sur ces 30 années qui vont s'écouler. Et donc, on a des gens qui se trouvent dans des positions très différentes les unes des autres. Certains sont encore esclaves, d'autres sont domestiques, d'autres sont en train de racheter leur liberté et tout. Et ils commencent à prendre leur place dans l'espace public. Et c'est cette place qu'ils prennent dans l'espace public qui va encourager certains à ouvrir des lieux pour que des hommes bien habillés, beaux, etc., puissent venir voir du théâtre, écouter de la musique et se retrouver entre eux dans une espèce de début de classe moyenne, on pourrait dire. Alors, il va s'évaporer quasiment dans la nature. On saura un jour ce qu'il est devenu. Je sais pas. Il faudra qu'on s'y remette sérieusement, parce qu'il y a très peu de livres sur cette affaire. Il y a quatre ouvrages aux États-Unis, et dans un premier temps, au moment de la Harlem Renaissance, on a parlé, il y a un chercheur blanc qui a retrouvé ces articles de Mordecai Noah et qui en a parlé aux Noirs américains écrivains qui ont dit « oh, c'était des pâles imitateurs, ils essayaient de ressembler aux Blancs, donc ça ne nous intéresse pas ». Et il va encore s'écouler une centaine d'années avant qu'on écrive le premier ouvrage sur eux, qui va être un ouvrage de compilation de tous les articles de journaux, et puis 2 autres livres beaucoup plus profonds, beaucoup plus fouillés, et une pièce de théâtre que j'ai traduite et qui se trouve dans la deuxième partie de l'ouvrage. Alors on rend donc hommage au premier des dramaturges africains-américains. On aurait pu parler du premier des cinéastes africains-américains, Oscar Micheaux, mais c'est une autre histoire. On peut parler cinéma Oui, on va parler cinéma. Plus précisément d'un documentaire, Amandine Gay, un documentaire et une personnalité dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Oui, un documentaire que Gerty Damburé a pu voir d'ailleurs, qui s'intitule « Ouvrir la voie ». Et Amandine Gay est une militante, on va dire, afro-féministe. Elle a choisi de donner la parole à des femmes noires qui vivent en Belgique, qui vivent en France et qui sont âgées entre 22 et 47 ans. Et elle parle de leurs conditions de femmes noires. Alors, elle parle sans tabou. Elle parle de sexe, elle parle d'amour, elle parle de la façon dont les hommes noirs les perçoivent, et elle parle aussi de discrimination. Je vous propose de voir un extrait de ce documentaire. C'est comme l'histoire du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire
gens de couleur, black, etc. parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir, c'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas. Et je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu black, 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 black. Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème. Pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir. C'est une stratégie d'évitement. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, sur l'orthographe, on a l'Académie française, enfin voilà. Et je trouve qu'en France, on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence, pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça. Ça, c'est le truc, je rectifie à tout le monde. Si tu me dis black, je dis noir. Tu veux dire noir ? Oui, oui, je suis noire. À chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, ça, je comprends pas non plus. À chaque fois, je me bats. Mais c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose en fait. On est en France. Moi, je t'appelle pas white, donc je m'appelle pas black, quoi. On pourrait très bien dire, oui, les whites... Bon, voilà, on pourrait très bien le faire, on le fait pas. Non, personne n'utilise white alors que ça choque personne de dire black, même à la télé. J'ai regardé une série Esprit criminel. Oui, il s'agit d'un black. Pourquoi, dans toute une série, tout est traduit en français sauf le mot noir. Et ça, on pourrait compter. Je crois que dans 80% des séries, on a le mot black qui ressort. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Sinon, dans le langage courant, il y a aussi dire Renoir pour éviter de dire noir. En fait, le but de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que dire noir, c'est être raciste. Ça leur fait peur d'utiliser le mot noir. On me l'a dit au travail. Oui, mais quand je dis noir, j'ai peur qu'on pense que c'est pour vous insulter. Voilà, il y a un petit truc qui montre le malaise, le positionnement ambigu. Voilà, passionnant ce film documentaire à découvrir rapidement. Si ça n'est déjà fait, alors nous accueillons, mesdames et messieurs, chez vous, à la maison, celle qui vient d'obtenir le prix de la meilleure présentatrice du continent lors des Kwama 2016. Fatimata Ouattara, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Fatim O pour les intimes, hein, c'est une star du paysage audiovisuel panafricain. Et au Sénégal, en particulier, on va revenir sur votre... Tout va bien, Nangadef ? Oui, magnifique. Bienvenue, vous connaissez tout le monde maintenant. Merci, faites connaissance. Enchantée, messieurs, dames. Nous avons la plus grande présentatrice du continent à nos côtés. Alors juste une réaction un peu tous les deux sur les propos de ces femmes noires qu'on vient d'entendre. Gertie. Eh bien moi j'ai vu le documentaire et non seulement, cette discussion sur le mot noir, c'est une discussion qu'on a de plus en plus souvent, mais dans le documentaire, il y a quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable, c'est le fait que ces femmes pouvaient enfin parler à quelqu'un qui était au même niveau qu'elle et qui pouvait les écouter, comprendre ce qu'elle disait. Et il y avait beaucoup de bienveillance et une façon de tourner les images sur la peau des femmes noires, sur le visage de ces femmes, qui les rend absolument sublimes. Elles sont toutes magnifiques. Et tous les sujets qui sont abordés, importants, qui ne sont pas abordés la plupart du temps, en particulier les questions de sexualité et la question de l'homosexualité féminine chez les femmes noires, par exemple, elle aborde des tas de sujets et il y aurait de quoi faire des débats interminables. On sent que vous avez aimé. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. En fait, en tant qu'Américain, je suis toujours fasciné par la préoccupation avec certains mots en français et en France. Donc, par exemple, la race. C'est complètement normal de parler de race aux États-Unis. Ici, les Français me disent tout le temps, mais la race n'existe pas, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Je suis d'accord, la race n'existe pas, mais le racisme existe. Et pour attaquer le racisme, il faut parler du concept de race. Donc, c'est toujours surprenant pour moi d'entendre que le mot noir est un tabou ici. Hein. Ce n'est pas du tout un problème aux États-Unis. Je trouve que quand quelqu'un parle toujours avec ses accents, il peut toujours dire des choses et tout le monde est persuadé que le gars, il a toujours raison. Vous avez les Français me posent des questions souvent. Pourquoi vous avez gardé votre accent? Ce n'est pas un choix de garder l'accent. Je ne peux pas le perdre. Je ne sais pas si vous avez l'accent wolof en américain, mais en tout cas, on est ravis d'avoir vous ici sur le plateau. Et en l'occurrence, vous vous êtes donné le mot pour le jaune. Ce sont des couleurs péchues, chaleureuses.
chaleureuse, à l'africaine, comme on aime. La meilleure présentatrice télé du continent. Et comment vous avez réagi à l'annonce de ce prix? Les Kwama. Vos parents sont fiers? Oui, mes parents sont très fiers. Ma mère, la première question, elle a dit félicitations. Alors, tu as gagné combien d'argent par rapport à ce prix? Maman, s'il te plaît. Donc, oui, ils sont très, très fiers. Et ce prix, comme je dis, ce n'est pas un prix pour moi seulement, c'est un prix pour le Sénégal, parce que je représentais le Sénégal. J'avais des concurrentes, elles étaient au nombre de 6. Donc, voilà, en résumé, l'expertise à la sénégalaise, un prix pour le Sénégal. Alors dites-nous un mot sur vos activités radio, télé. Vous œuvrez au sein du groupe TFM de Youssou N'Dour, qui est bien sûr l'artiste chanteur, mais qui est aussi celui qui possède le plus grand groupe de communication d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Tout à fait, Youssou N'Dour, l'artiste, le musicien, l'homme d'affaires, le politicien, effectivement, et mon PDG a créé un groupe qui s'appelle le groupe Futur Média. On a une radio, une télé, une imprimerie, donc voilà, c'est un gros d'hommes d'affaires. Et puis le groupe Futur Média a son actif 650 employés et c'est le plus grand groupe de médias dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors vous animez des émissions de radio et de télévision, vous parlez culture, société? Tout à fait, culture, société, parce que j'ai une formation en sociologie, je suis sociologue, donc formée en communication, radio, télé, voix publicitaire, maîtresse de cérémonie, responsable des programmes... Non, jetez pas, non, jetez pas. Bon, voilà, plusieurs casquettes, il faut bien. Alors, le Youssou N'Dour chanteur, son actu, c'est un nouvel album, des enregistrements avec Akon. On peut en dire un mot sur tout ce qui se trame autour de Youssou? Oui, bien sûr, Youssou N'Dour va faire son clip avec Akon, le featuring. Il prévoit aussi d'aller au Congo, faire son clip avec Fally Ipupa. Actuellement, il était à Abidjan avec Sony pour faire la promo de l'album Africa Rec. Et puis, il y a un concert qui va se faire à Abidjan après 10 ans d'absence du grand Youssou N'Dour à Abidjan. C'est le 3 et le 4 mars. Youssou N'Dour de prendre l'engagement à travers vous de venir en africanité prochainement? C'est possible? C'est un coup d'État sans effusion de sang. D'accord, je vais essayer de voir avec lui si éventuellement, par rapport à son emploi du temps, c'est possible avec l'africanité. Vous êtes merveilleuse. Youssou N'Dour en musique, extrait d'Africa Rec, un extrait, c'est le clip Be Careful. If you meet a man you don't know, be careful, baby. That tomorrow you don't know. Mën doonub saay saay mbaa mu bokk saay saay. Be careful, baby. That tomorrow you don't know. Ça ne se négocie pas, ça ne s'achète pas, papa. Ça ne se négocie pas, ça ne s'achète pas, papa. Ça ne se négocie pas, ça ne s'achète pas, papa. Ça ne se négocie pas, ça ne s'achète pas. Youssou N'Dour en africanité, sous la houlette de son égérie conseillère, reine absolue et impératrice de la télévision africaine, les Kwama 2016. C'était au Mali. C'était au Mali, à Bamako, et il est prévu que la prochaine édition des Kwama se fasse à Dakar, à cause du prix que j'ai gagné en tant que représentante du Sénégal. Alors, grâce au prix que vous avez gagné. Oui. Grâce. Alors, un mot quand même sur le groupe Youssou N'Dour, en quelques mots, de Youssou N'Dour, Futur Média, donc des radios, des télévisions, une évolution, un nouveau bébé? Oui, 3 nouveaux bébés, une nouvelle radio très jeune qui s'appelle King FM. Le lancement se fera l'année prochaine, début d'année prochaine. Une nouvelle télé divertissement thématique, divertissement et sport qui s'appelle Olé. Une nouvelle chaîne ITFM Information H24 sur le plan national et international. Et puis une autre chaîne religieuse, voilà, TFM Religion. Bon. Donc ça bouge beaucoup. Beaucoup de choses. Alors, côté musique, je vous présente quelqu'une que peut-être que vous découvrez. C'est Shola Adiza. Oui, c'est ça. Farrar. C'est ça.
Africaine-américaine, on dit comme ça? Oui. Américano-jamaïcaine, on va dire. Oui, Jamaican, j'ai dit. Jamaican, oh, wonderful. Alors, auteur-compositrice, un album, Lost Myself, qui vient de paraître, est vraiment la quintessence de la fusion de toutes ces influences, le jazz dedans, un peu de Jamaïque, un peu d'afro-américanité et d'Afrique. Oui, le soul. Soul. Alors, Chola, comme Jake, vous êtes établi en France, pourquoi? En fait, ça a commencé avec une histoire d'amour et puis ça a devenu... Vous pouvez nous redire, s'il vous plaît? Vous pouvez, ça a recommencé avec une histoire d'amour et puis ça a devenu une aventure musicale. Voilà. Je peux dire, j'ai assisté à un des premiers concerts de Chola à Paris. Elle était formidable. Elle est magnifique. Jake, votre femme est comédienne, mais aussi chanteuse. Oui, oui, et c'est absolument. en déclamant un poème que vous avez flashé. Vous êtes souvent dans les salles de concert. Oui, c'est vrai. J'adore la musique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été interrompu, que je pensais que vous alliez parler de votre témoignage, d'être là en assistant au début d'une histoire d'amour, mais on parlait de la vôtre. En fait, alors Chola, dans votre escarcelle, il y a à la fois le jazz. Je rappelle que vous avez étudié à la New School for Jazz. Vous avez donc une portion de reggae en vous, on peut dire ça. Bien sûr, je suis jamaïcaine, ma mère est jamaïcaine, donc... La musique soul, jazz et tout ça. Comment vous définissez votre musique? Bah, juste comme ça, c'est un fusion de jazz avec les éléments caribéens, plutôt le reggae et aussi le soul. Et c'est tout ce que je suis, je porte dans ma musique, c'est mon univers. Alors, un mot sur votre rencontre avec Florian Pélissier, qui est une figure bien connue du monde du jazz. Oui, c'est le co-compositeur de l'album, et on se tient bien, et on a créé la plupart de cet album. Alors, Chola, justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, voici tout de suite un extrait de votre répertoire, extrait de ce nouvel album, Lost Myself. The universal mind is our revolution. Free from what you know, space to grow. This is mine, this is mine. C'est super, nous on adore, c'est Chola et Florian Pélissier Quintet, c'est à découvrir à Société Merveilleuse, c'est formidable, it's prononcé, it's wonderful. Alors Chola, vous avez déjà produit sur le continent africain? Oui, j'ai passé à Burkina Faso et aussi île Maurice et Cap-Vert en juin, c'était super, et Afrique du Sud aussi. À bientôt, donc, peut-être sur les côtés des... Sénégal. Sénégal, là. Ah, avec plaisir, oui, avec plaisir. Avec parce plaisir que pour moi aussi. Les Sénégalais sont très mélomanes. Et puis, avec Youssou N'Dour, qui va apprécier, j'en suis sûre, ce que vous faites, parce qu'il a une excellente oreille musicale. Oui. Voilà qui est dit. En tout cas, merci à vous d'être venu nous parler donc de ce premier écrin, Lost Myself, à découvrir rapidement. Votre musique de chevet, vous êtes quoi? Plutôt jazz, plutôt hip-hop? Pas vraiment hip-hop. Hein. Je reste très attaché au soul et funk. Hein. Mais j'adore le jazz aussi. Mais hip-hop au début, hein, c'est-à-dire The Message, The Message, Grandmaster Message Flash, Poet, Grandmaster Flash, magnifique. Ouais, mais je n'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi, donc Kanye West n'est vraiment pas votre tasse de thé. L'album Jesus, j'ai beaucoup aimé. Cet album, j'ai beaucoup aimé. Ouais. On rappelle l'actualité de toutes et de chacune. Donc, cet album vous concernant, Chola, Lost Myself. Fatim O, on reparle de ce prix en quelques mots pour dire qu'il consacre bien sûr la catégorie que vous incarniez, savoir la télévision, mais il y avait d'autres catégories et notamment la musique. Oui, il y avait d'autres catégories, notamment la musique, avec Manibella qui a été primée, Nash de la Côte d'Ivoire qui a été primée, et bien d'autres artistes féminines. On a eu le privilège, l'honneur d'avoir des divas comme Aïcha Koné, Babani Koné et une brochette d'artistes
artistes très très connus. En passant, le jury était composé notamment de Bonkana Maïga. Oui, et puis voilà, justement. Le maestro Bonkana Maïga que nous saluons bien bas. Christian Riboulet, Bamako, Mali. L'actualité de notre invité de mars. Littéraire qu'on va rappeler. Ah oui. Le dernier, Jake Lamar, c'est Postérité, paru aux éditions Rivage, votre éditeur habituel. Et vous avez un projet, c'est une série radiophonique à paraître fin 2017 et début de 2018. Oui. France Culture. Oui, je suis en train d'écrire un feuilleton pour France Culture. Et ça parle de quoi, ce feuilleton? Oui, ça sera dans 10 épisodes, 25 minutes par épisode. Et c'est un policier. C'est l'histoire d'un gangster noir à Harlem entre les années 30 et les années 60. Et il est dans le milieu du jazz. Et donc, on va entendre la trajectoire du jazz de Louis Armstrong et Duke Ellington jusqu'à Miles Davis et Thelonious Monk, mais tout dans le contexte d'un policier. C'est un espèce de hommage à Chester Himes aussi. Ok, c'est un polar tendance jazzistique, on va dire ça. Oui, on peut dire. Oui, voilà. oui. Et alors vous, quand je vous entends parler, mais c'était votre prédestiné, la France, parce que Jacques de Lamar, on vous appelait pas le Frenchie, Jack Lamar? Lamar, certainement, c'est un nom français, mais on ne sait pas d'où c'est venu. La tradition aux États-Unis était pour les esclaves de recevoir le nom de propriétaire. Mais à côté de ma mère, son nom de famille était Doucette. Donc, Doucette et Lamar, c'est sûr. Créole qui vient de Louisiane. Oui, exactement. Et on n'est pas très loin de la Caraïbe. Ouais. Et voilà. Merci à tous, à toutes, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission, la toute première de l'année. On se quitte en musique, fusion, standard et répertoire africain-américain. To dream the impossible dream. To fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go. Unrightful wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or cause, to be willing to march its ahead for that heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars